Alors en fait, j'ai présenté 2 films sur le thème un peu de l'amour. Le premier s'appelait Yo Love. C'est un documentaire que j'ai fait qui parle de relations filles-garçons dans les collèges et les lycées. Et la deuxième, c'était Une rencontre, donc un film qui est sorti il y a 10 ans, mais qui a été le film qui a le moins bien marché pour moi. Donc c'était agréable de voir qu'il y avait des gens qui venaient le voir ou le découvrir. La rencontre avec le public a été super sympa. Enfin, vraiment, on sentait que c'était des gens qui étaient super motivés. Ils m'ont posé plein de questions vraiment à la fois adorables et concernées, quoi. J'ai vraiment apprécié la rencontre avec le public suisse romand, qui est largement plus sympathique que le public parisien souvent. Mais ça, c'est une autre histoire. En revanche, le matin, le public qui a vu le film, en fait, c'était 10 garçons. Et ils m'ont un peu effrayée dans le sens où ils représentent beaucoup les garçons de cette génération, où ils disaient qu'en fait, les relations garçons-filles, ils s'en foutent, qu'ils veulent pas parler aux filles, qu'ils veulent pas d'emmerde, et que tout ce qui les intéresse, c'est vraiment de jouer à la play et d'être avec leurs potes et de pouvoir se dire ce qu'ils veulent sans qu'on les fasse chier, quoi. Et comme c'est une grosse tendance lourde chez la jeunesse, j'en profite que j'ai un micro pour le dire parce que c'était vraiment glaçant. Mais pas parce que c'est des jeunes gens sûrement super, mais c'est glaçant parce que ça représente aussi une génération qui s'est coupée de ses relations, qui est heureuse avec ses écrans, sa play et ses potes, et qui veut plus rentrer en communication avec les filles. Et ça, je trouve que c'est un peu un problème, pour l'amour en tout cas. Il y avait une petite tendance légère pendant mon documentaire, et en fait, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que au bout de 48 heures passées dans une classe, les élèves avaient beaucoup changé les uns avec les autres. Les filles et les garçons s'étaient rapprochés les uns des autres. On s'était rendu compte qu'il y avait autant de garçons que de filles qui avaient été harcelés. On se rendait compte qu'il y avait autant de sensibles du côté des garçons que du côté des filles. On a juste ouvert un espace pour cette sensibilité. Et en fait, quand cet espace n'est pas ouvert, et à l'école, il peut pas être ouvert parce que souvent, il n'y a pas de sécurité, en fait, tout le monde se replie et tout le monde devient très dur. Et voilà, hier, j'ai été confrontée à ça et ça a été vraiment un choc, quoi. Pour tout vous dire, je manque cruellement d'imagination. Donc, vous pensez bien que tous mes films me racontent. Donc, en fait, comme Tu es belle, ça racontait 4 femmes et les 4 femmes, c'était moi, à différents âges. Il y avait celle de 25 ans, puis il y avait celle de 40 ans qui venait de divorcer. Il y avait la femme mariée que j'avais été avant de divorcer, évidemment. Et puis, il y avait la femme qui faisait la fête, qui s'oubliait un peu dans l'alcool, la drogue, qui couchait avec n'importe qui, etc. Donc, j'avais un peu 4 archétypes de femmes dans Comme Tu es belle qui me représentaient. Puis après, je me suis fixée un peu sur la mère et la femme qui travaille. Parce que je sais pas comment font les hommes. S'ils ont un secret, j'aimerais qu'ils me le disent. Ça leur pose pas de problème de culpabilité. Les femmes que je rencontre, elles sont toutes hyper coupables d'avoir à se couper en deux entre le foyer et le bureau. Je comprends que les femmes aient envie d'être indépendantes financièrement, elles aient envie de travailler, elles aient envie de s'accomplir en dehors du foyer, mais en même temps, quand tu as 2-3 enfants à t'occuper, c'est ultra lourd de s'occuper des 2 trucs super bien. Donc moi, j'essaye de traiter de cette thématique qui concerne quand même quasiment tout le monde. En tout cas, beaucoup de femmes. Maintenant qu'il y a la garde alternée, ça commence à concerner aussi des hommes. Mais les hommes, je les sens pas abreuvés de culpabilité. C'est-à-dire qu'ils ont rien à manger dans le frigo, ils ont leur enfant à gérer, ils vont aller au McDo, ils se disent bon, allez, c'est pas grave. C'est un peu un cliché, mais ils vont pas sentir ce fond de culpabilité où nous on se dit putain, il a pas eu ses 5 fruits et légumes, puis je suis pas assez proche de lui, puis peut-être j'ai pas été assez à l'écoute, j'ai été énervée, on est tout le temps en train de se reprocher des choses, et du coup quand on arrive à la maison, on n'est pas vierge au sens où on n'est pas une page blanche qui va accueillir son enfant, on est déjà ultra chargé de culpabilité. Et moi, mes films, ils servent à enlever la culpabilité. C'est mon grand but de cinéaste, c'est d'enlever la culpabilité, en fait.
Je porte toujours un soin à tous ces détails. Je venais de voir le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, qui était un peu chiant, mais tellement beau que c'était sublime. Et je me suis dit, j'aimerais bien m'essayer à un film poétique, hyper graphique, qui me ressemble pas forcément, parce que moi, j'aime mettre de la vie, j'aime que ce soit le bordel. Donc, je voulais un film très structuré, ce qui n'est pas moi. Et en plus, je me suis fait le défi de jouer dedans. Donc vraiment, c'était un gros challenge pour moi, ce film. Ce que j'aime dans ce film, c'est que j'ai atteint mon but, en fait, et que je pensais que j'en étais pas capable. Et je trouve que c'est un film un peu étrange. Je me suis beaucoup inspirée d'un film qui s'appelle L'amour l'après-midi, d'Éric Rohmer. C'était aussi un hommage à ce cinéma des années 60, qui était un peu chiant, mais hyper nourrissant. Et j'avais envie de redonner ça dans mon œuvre. Et évidemment, pour ce film-là, Sophie Marceau, c'était l'incarnation de la femme idéale, quoi. Et en même temps, c'était une mère au foyer normale, quoi. Elle avait les deux aspects. Et je sais pas, c'est un film qui parle aussi du potentiel de la vie et pas que de la vie. Et je trouve que c'est intéressant de montrer. C'est un peu mon petit Christopher Nolan à moi, quoi. Voilà, mais version Parigo. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que j'aime pas avoir un patron. Ça a été... j'ai travaillé dans un bureau pendant 1 an et après, j'ai dit, c'est bon. Il n'y a pas quelqu'un dans ma vie qui va me dire à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je dois faire. C'est pour moi, avoir un patron, c'est impossible. Donc, je suis obligée d'avoir quand même pas mal de cartes en main. Peut-être que je suis une contrôle fric, j'en sais rien. C'est surtout que j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Autant j'aime collaborer avec des gens qui sont tous doués, qualifiés dans une équipe de cinéma. Ils sont tous plus qualifiés que moi pour faire... Décorateur est plus qualifié que moi pour me parler du décor. Le chef-op est plus qualifié que moi pour me parler de la lumière. Autant on collabore. Moi, je peux être en mode collaboratif, mais en mode pyramidal. Et je suis pas au-dessus de la pyramide, ça peut pas se passer. Donc, c'est pour ça que j'ai tous les aspects. Après, là, je me suis rajouté le caillou dans la chaussure. C'est jouer dans le film. Ça veut dire que je suis à la fois derrière et devant. Et malheureusement, je me suis pas du tout entendue avec le chef opérateur, qui est la personne qui est derrière la caméra. Et j'avais besoin d'un regard aimant. En fait, je me suis rendu compte à quel point les acteurs ont besoin de sentir de l'amour derrière la caméra. En fait, ils jouent pas avec la caméra, ils jouent avec la personne derrière la caméra. Tout comme quand on lit un livre, on lit une histoire, mais on rencontre aussi un écrivain, une personnalité qui, on se dit comment il a pu écrire ça, etc. Enfin bon. On est aussi en contact avec l'écrivain quand on lit l'histoire qu'il a écrite. Et un film, c'est un peu pareil, quoi. Et là, je pouvais plus être en contact avec moi, réalisatrice, quand je jouais dedans, mais j'avais besoin de ce regard un peu doux. Et je l'ai pas eu. Et c'est pour ça que le film a été assez violent pour moi, en fait. En fait, quand on est réalisateur, on a toute la marge de manœuvre parce que c'est nous qui tenons les rênes par la loi française. C'est pas le cas aux États-Unis. Le fameux Final Cut, en France, la loi des auteurs nous protège. À partir du moment où on devient réalisateur, on est artistiquement au-dessus du producteur. Donc il y a une espèce d'égalité. Moi, ce que j'aime, c'est travailler en collaboration avec le scénariste, le réalisateur, le producteur. Parfois même, j'ai été producteur. Mais même en étant productrice, même si je suis en haut de la chaîne, je suis à égalité avec, en fait, tout le monde qui va fabriquer le film. Ce que j'aime pas, c'est être dans un bureau à faire un bullshit job et quelqu'un qui va me dire « Oh bah, t'es arrivé à 9h05 ». Non, ça, c'est pas possible. Mais à partir du moment où on peut tous collaborer ensemble, ça va. Et m'adapter à l'œuvre de quelqu'un d'autre, pour moi, c'est les vacances. Je suis pas obligée d'aller fouiller dans mon imaginaire des choses. Quelqu'un m'a livré son imaginaire, m'a fait cette confiance-là. En revanche, c'est la pression parce que je ne dois pas trahir sa confiance. Moi, quand je trahis ma confiance, personne ne s'en rend compte, à part moi. C'est un business entre moi et moi, puis je ne vais pas l'étaler. Mais j'adore adapter les œuvres des autres, quoi.